qui lui permet de faire 42 km en conduite 100% électrique avant de tomber hybride. Et donc, résultat, le propriétaire, mon beau-frère, a une moyenne de 4,7 litres au 100 km et c'est le véhicule qui se serve le plus pour faire des longs trajets. Où est-ce que le CX90 se démarque par rapport à ses compétiteurs? C'est au niveau du dynamisme. Salut, je suis Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Mazda CX90 GT PHEV. Donc, c'est quoi le Mazda CX90? Bien, c'est un nouveau produit chez Mazda qui vient remplacer le CX9, qui est en fait un VUS intermédiaire à 3 rangées. Et on arrive avec une toute nouvelle plateforme qui va utiliser des mécaniques longitudinales, c'est-à-dire des mécaniques dont le moteur est comme ça. La majorité des véhicules, les moteurs sont transversales, donc un moteur qui part d'une roue à l'autre, mais celui-ci, longitudinal, donc le moteur est en ligne avec la longueur du véhicule. On en a profité également pour lancer un nouveau 6 cylindres en ligne 3,3 litres turbo compressé, mais aussi une nouvelle mécanique hybride branchable qu'on a ici, donc un 4 cylindres 2,5 litres accompagné d'un moteur électrique qui lui permet de faire 42 km en conduite 100% électrique avant de tomber hybride. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du Mazda CX90. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté ce Mazda CX90 à mon beau-frère préféré, et pas besoin d'être mon beau-frère préféré pour pouvoir m'offrir votre véhicule à l'essai. Vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse courriel dans la description en bas ou via notre page Facebook pour m'offrir vos véhicules. Ceci étant dit, il reste toujours une autre place disponible pour devenir mon beau-frère préféré, mais je ne prends aucune candidature sur notre adresse courriel ni via notre page Facebook. Débutons par l'extérieur. Le Mazda CX90 arrive avec une nouvelle plateforme, mais également un nouveau design qui le distingue du reste de la gamme de Mazda. À l'avant du CX90, on a un capot plat, mais surtout long, beaucoup plus long que la compétition. C'est à cause du moteur. Le moteur est placé longitudinalement, comme j'ai dit plus tôt. Également, on a une nouvelle calandre. On a toujours la fameuse forme Mazda, mais on a un nouveau design dedans. On peut voir que les branches de la calandre sont différentes. On a toujours cette calandre entourée de chrome et on est venu intégrer les clignotants ici même, un choix un peu particulier à mon goût. J'aurais préféré les avoir ici personnellement, mais ils les ont mis ici. On les voit quand même de côté à cause que la calandre ressort du véhicule. On a également de très petits phares avant. Très petits. Pour les dimensions du véhicule, c'est assez surprenant de voir des phares avant aussi petits. On a un pare-choc très bombé avec des trappes d'air ici qui viennent donner un look plus dynamique et qui servent également à faire passer l'air dans l'arche de roue et aider au profil aérodynamique du véhicule. On a une autre trappe d'aération dans le bas du pare-choc avec un morceau chromé. C'est vraiment une approche stylistique très distincte dans la catégorie. On a vraiment un look plus dynamique et plus sportif que la moyenne de la catégorie. Sur le côté du CX90, première chose qu'on remarque, c'est la longueur de l'avant qui est beaucoup plus longue que la plupart des Mazda à cause de cette fameuse mécanique longitudinale. On remarque également une fausse trappe d'air écrit PHEV avec un morceau de chrome. C'est très élégant. On remarque aussi que les contours d'ailes sont en plastique noir pour protéger la carrosserie ainsi que le bas de caisse. Et pour les versions plus équipées, on est venu mettre un morceau de chrome pour donner un côté plus prestigieux à la ligne. On ne peut pas passer sous silence également que le véhicule est très plat, qu'on n'a pas vraiment de relief sur le côté, ce qui vient donner un look massif au véhicule, qui vient un peu contredire la ligne dynamique de l'avant du véhicule. On remarque également la ligne chromée autour de la fenêtre qui grossit jusqu'à l'arrière et qui vient rejoindre cette espèce de morceau noir spécial que je ne suis pas sûr qu'il a bien été placé, mais en tout cas, chacun ses goûts. Mais à mon avis, la partie la plus ratée du CX90, c'est l'intégration de l'aileron. On est venu mettre un morceau noir ici pour venir donner un look plus dynamique, mais ça vient grossir le pilier B et on dirait qu'il est disproportionné. Si on enlèverait ce morceau de plastique-là, on aurait juste une belle ligne fuyante et ça serait, à mon avis, beaucoup plus réussi. Parlons de mes roues. Tout d'abord, je m'excuse pour la saleté. J'ai fait laver le véhicule, mais c'est assez difficile aujourd'hui avec la pluie de garder le véhicule propre. Donc, on a ces roues-là qui sont très jolies, qui donnent un look très élégant au véhicule. Et on a comme pneu du 2,75, 45
R21. Ça coûte environ 2000 $ à remplacer. C'est beaucoup trop cher. C'est un véhicule familial et les familles n'ont pas envie de dépenser 2000 $ pour des pneus. Les versions de base ont du 18 pouces qui, elles, coûtent environ 1200 $ à remplacer, ce qui a beaucoup plus de bon sens. Quant aux versions GSL et GS PHEV, elles ont des roues de 19 pouces d'une grandeur assez difficile à trouver. Donc, résultat, ils sont introuvables. Donc, à mon avis, Mazda a manqué son coup là-dessus. Ils auraient dû offrir des 18 pouces à travers toute la gamme du produit. À l'arrière du CX-90, on a un béquet avec la troisième lumière arrière qui est très jolie. On a également les deux morceaux de plastique que je trouve qui viennent ruiner la ligne sur le côté du CX-90. Mais je trouve qu'ils viennent aussi ruiner la ligne à l'arrière. Donc, à la place de Mazda, j'enlèverais ça, mais c'est pas moi qui s'occupe du design. La lunette arrière est très grande, très massive et elle est bombée. On a également les phares arrière qui sont très élégant et on a une espèce d'effet de profondeur ici qui vient donner un look un peu plus élégant à l'arrière qui est très spécial et très joli. On a également le pare-choc qui arrive à peu près à la même épaisseur que la valise, ce qui est très spécial. C'est très rare qu'on voit ça dans l'industrie. D'habitude, on a un gros pare-choc bombé et ça a ses avantages côté look, mais ça a aussi ses défauts. Si vous faites rentrer dans le derrière, vous avez des chances que votre porte de valise soit touchée également et ça peut augmenter les frais de réparation. On a également dans ce pare-choc-ci une ligne chromée qui vient donner un look plus élégant au véhicule. Parlons espace cargo. À l'arrière du CX-90, la troisième rangée relevée, on a 423 litres d'espace cargo, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. C'est pas très spacieux, mais ça fait amplement le travail. Et on a également une petite espace de rangement et une prise 1500 watts pour pouvoir utiliser des choses. 1500 watts, c'est assez puissant pour faire fonctionner certains grille-pains. Pour baisser la banquette, on tire sur l'espèce de ganse qu'on a ici et on rabaisse le banc. Même chose de l'autre côté. Une fois la deuxième rangée baissée, on a 1133 litres d'espace cargo. C'est en dessous de la moyenne de la catégorie. Une des raisons principales, à mon avis, c'est la hauteur du plancher. Le plancher est quand même assez haut puisqu'on a des batteries sous ce dernier et donc ça vient affecter l'espace cargo. Pour baisser la troisième rangée, malheureusement, il n'y a aucune façon de baisser la troisième rangée à partir de la valise. Il faut aller à l'avant. Non, mais veux-tu bien te baisser? C'est moi qui est niaiseux. Une fois la troisième rangée baissée, on ne baissera pas l'autre banc. C'est le siège à ma nièce préférée, donc on n'y touchera pas. Mais une fois les bancs baissés, on a 2101 litres d'espace cargo. C'est environ 400 litres de moins que la moyenne de la catégorie. Ceci étant dit, je crois qu'on perd beaucoup d'espace en termes de hauteur de plancher. Je crois qu'en termes de longueur, on est dans la moyenne. C'est très long et c'est ce que la majorité des gens recherchent, de la longueur et non de la hauteur. Et je crois que le Mazda CX-90 va convenir à la plupart des gens. Dans la troisième rangée, je n'ai pas le choix d'utiliser la flashlight de mon téléphone. C'est très sombre. C'est un peu plus sombre que la moyenne de la catégorie. D'habitude, on a des plus grosses fenêtres, mais ici, elles sont plus petites. Donc, malheureusement, il faut composer avec. Donc, j'utilise la flashlight. Pour la tête, ça va. La banquette est confortable également, toujours en cuir. Pour les jambes, c'est un peu plus serré. En fait, là, j'ai avancé le banc au maximum à l'avant de moi, mais sinon, ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment plus pour les petites personnes ou pour vraiment dépanner les grands-mamans. Sinon, on a des porte-gobelets, une trappe de ventilation, un crochet de l'espace cargo qui dépasse ici parce que souvent, la banquette est abaissée. Et on a une prise de charge USB quand même assez intéressant à avoir dans la troisième rangée et également un haut-parleur. Donc, nous autres aussi, on bénéficie de la musique. À l'arrière, on a ce superbe panneau de porte avec ce beau plastique fini-til aluminium brossé. Et on a un morceau d'aluminium juste à côté. C'est vraiment joli. On a également des coutures vertes. C'est très, très, très joli. Vraiment une belle qualité de finition pour le véhicule. Et on a beaucoup d'espace de rangement dans la porte. Et on a également un cache-soleil qu'on peut relever comme ça ici. Donc, très agréable pour les enfants, très bien pensé. Également, on a un petit espace de rangement à l'arrière, mais aussi les contrôles de climatisation. Mais il faut que les contrôles de climatisation soient activés à l'avant pour s'en servir. Donc, il faut absolument que le bouton ici, Rear, soit activé. Sinon, lorsque j'appuie dessus, vous voyez, je l'éteins. Bien, je n'ai pas accès à la climatisation. Par contre, les sièges chauffants sont toujours fonctionnels.
On a également 2 ports USB-C pour recharger des appareils. Et niveau d'espace, premièrement, la banquette est très confortable. On a aussi un accoudoir. Et niveau confort, les bancs sont super confortables. J'ai de l'espace pour la tête. J'ai beaucoup d'espace pour les jambes. En ce moment, j'ai reculé le banc de la deuxième rangée au maximum que je pouvais. Et les versions GSL et GT ont des accoudoirs. Donc, on a vraiment des sièges capitaine très confortables. Et niveau dégagement pour les petites familles, voici le dégagement que les enfants ont pour leurs jambes s'ils sont un siège de bébé. Donc, c'est très intéressant ici. La présentation intérieure est réussie. La qualité des matériaux est supérieure à la moyenne de la catégorie et la qualité d'assemblage est bonne. Le panneau de porte avant comme à l'arrière est magnifique. On a toujours de l'aluminium, l'espèce de morceau de plastique qui est vraiment joli. On a du cuir avec une couture verte et on a encore une fois de l'espace de rangement. Et on a toujours nos boutons de fenêtre. Et ce qui est vraiment joli, c'est que ça vient rejoindre un autre morceau d'aluminium qui lui part d'ici et s'en va jusque de l'autre côté, va rejoindre l'autre morceau. Et on a également une planche de bord en simili-cuir rembourré. C'est très beau. La version GT se démarque vraiment avec sa finition plus relevée. Les versions normales ont un morceau de plastique avec un genre de dessin dedans. C'est beau, mais c'est loin d'être aussi beau que le morceau de simili-cuir rembourré. Les bancs sont super jolis. On a un morceau vert en plein milieu avec des coutures vertes. C'est très beau et on a vraiment une belle qualité de cuir. Et les bancs sont très confortables et très ajustables également. Tout est ajustable électroniquement, incluant le support lombaire. La version GT dispose d'un écran avec plusieurs fonctions. On peut vraiment savoir ce qui se passe. On peut voir les véhicules qui détectent à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, etc., etc. On peut voir notre cruise adaptatif, le mode électrique, le mode à essence, etc., etc. Par contre, ceci étant dit, on n'a pas vraiment d'option. On ne peut pas vraiment avoir la navigation dans cet écran-là. On ne peut pas choisir ce que l'on veut. On peut avoir une boussole, mais on ne peut pas avoir la navigation ou quoi que ce soit. Et c'est toujours dans les petits coins très petits. Donc là-dessus, c'est dommage. Par contre, la version GT bénéficie d'un affichage tête haute et on peut avoir plusieurs informations dans l'affichage tête haute, dont la navigation. Donc là-dessus, on se reprend, mais on aurait aimé ça avoir un écran plus configurable tant qu'avoir un écran. Les versions de base n'ont pas d'écran, elles ont plutôt des cadrans analogiques. Le volant est superbe, gainé de cuir avec des morceaux d'aluminium, c'est super joli. Et on a des petites branches qui nous permettent de venir prendre le volant comme ça et d'avoir une position très confortable pour faire des longs trajets. L'écran, c'est toujours l'écran Mazda, il est non tactile et je crois que Mazda devrait absolument corriger cela. On a quand même accès à Android Auto, Apple CarPlay. Tout se contrôle à l'aide de cette roulette dont le toucher est vraiment formidable, entouré d'aluminium également, une superbe qualité de roulette. Mais je crois que Mazda pourrait juste rapprocher l'écran ici, l'avoir juste là, et on pourrait juste s'en servir comme un écran tactile. Mais Mazda refuse de faire ça. Ils disent que ce n'est pas sécuritaire et je crois que ça permettrait d'avoir une plus grande facilité d'utilisation. Ceci étant dit, c'est quand même utilisable, mais je crois qu'il gagnerait à être tactile. Et aux États-Unis d'ailleurs, lorsque le véhicule est arrêté, il est tactile. Ici, malheureusement, non. Mais ça serait vraiment agréable que Mazda fasse un écran tactile. Et j'apprécie vraiment cette finition de simili-cuir, mais je crois qu'on aurait pu mettre les contrôles de ventilation ici même. Et donc, on aurait pu avoir les contrôles de climatisation à la vue. C'est ce que je vois en ce moment lorsque je conduis. Ceci est mes contrôles de climatisation. Et comme vous pouvez voir, je dois quitter les yeux de la route. Je ne vois plus la route. Alors que si on les avait mis là, j'aurais pu garder un œil sur la route. Ceci étant dit, c'est très complet ici. On a le volant chauffant, siège refroidissant, les dégivreurs de vitres avant et arrière. On a le bouton pour la lumière, le bouton pour ajuster la fan. Et comme j'ai dit plus tôt, le bouton ici, on peut utiliser la climatisation à l'arrière. Et si on appuie sur Rear Control ici, donc là, on a accès au contrôle de la climatisation arrière. Donc, on peut contrôler la climatisation à l'arrière en appuyant sur Rear Control. Et le banc passager aussi dispose du banc refroidissant et du siège chauffant. En dessous de tout ça, on a un chargeur sans fil pour notre cellulaire, très bien placé. Et on a nos modes de conduite ici, ME Drive. Donc, on active ça et on choisit nos modes de conduite. On a le choix entre hors-route, électrique, normal et sport. La version 6 cylindres a juste le droit à hors-route, normal et sport. Et le bouton ici, c'est pour désactiver le mode électrique. Vous appuyez là-dessus et vous tombez hybride. Mais si vous voulez réactiver le mode électrique, il faut absolument utiliser ça et le mettre en mode EV, donc véhicule électrique. On a également notre levier de vitesse. Également, on a ici
Un super beau morceau de plastique avec un beau dessin dessus, le même dessin que dans la porte, c'est très joli. Et on a un espace de rangement avec 2 porte-gobelets dans lequel il y avait une barre tendre pour ma nièce. On a également un système de contrôle de descente pour quand on fait du hors-route. Et lorsqu'on appuie sur le bouton ici, et on a accès à toutes nos caméras et on a différents angles, comme vous pouvez voir. Donc à l'avant de plus large, à l'avant de plus proche, sur les côtés, ce qui est très pratique, surtout dans une situation urbaine où c'est très serré. Et on a également une caméra de vue périphérique, donc on peut voir de chaque côté du véhicule et savoir exactement où est-ce qu'on est, à quelle distance on est d'un obstacle. C'est très pratique et on réappuie sur le bouton et ça disparaît et on retourne au menu. C'est très bien pensé. Ici, on a nos contrôles pour le système d'infodivertissement, donc on utilise la roulette comme je vous ai dit plus tôt pour l'utiliser. On a la navigation ici, on a la musique ici, on a ici le bouton pour retourner au menu principal et on a le bouton précédent. Et pour lorsqu'on sélectionne quelque chose, on appuie sur la roulette et on peut se déplacer soit en faisant ça comme ça ou en tournant, dépendamment de la situation. À côté de ça, on a notre roulette pour le volume, toujours en aluminium, super agréable à utiliser. Également, on a le bouton ici. C'est une étoile, vous appuyez là-dessus et vous choisissez ce que vous voulez. C'est un bouton favori en gros. Et vous pouvez mettre le téléphone de la maison, le téléphone du travail, des postes de radio, etc., etc. On a également notre frein à main électronique et on a le bouton Auto Hold qui nous maintient en place à une lumière. On a un toit ouvrant panoramique, ce qui est vraiment superbe. Et en plus, on peut l'ouvrir la partie avant pour avoir une aération. Sous le capot du CX90, on a le choix de 2 motorisations. Le premier, c'est un 6 cylindres en ligne 3,3 litres turbo-compressé, accompagné d'une hybridation légère qui produit 340 chevaux et 369 livres-pieds de couple. C'est nettement supérieur à la moyenne de la catégorie. Le second moteur, c'est le moteur qu'on a ici. C'est un 4 cylindres 2,5 litres hybride branchable. On a une puissance combinée de 323 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Encore une fois, des excellents chiffres, surtout pour un 4 cylindres atmosphérique. Tous ces moteurs sont liés à une nouvelle transmission automatique à 8 rapports. On a eu quelques problèmes de fiabilité avec celle-ci et on a eu des problèmes de transmission qui donnent des coups. Mais Mazda vient tout juste de sortir une mise à jour qui fait que la transmission ne donne plus de coups. Tous les CX90 ont une suspension indépendante à double triangulation à l'arrière et indépendante multibras à l'arrière. Et on a également des disques aux 4 roues. Également, la version hybride branchable qu'on a à l'essai a une batterie de 17,8 kWh qui permet au CX90 d'avoir une autonomie de 42 km en mode 100% électrique. Après ça, on tombe hybride. Et donc, résultat, le propriétaire, mon beau-frère, a une moyenne de 4,7 litres au 100 km et c'est le véhicule qui se serve le plus pour faire des longs trajets. Donc, c'est pour ça qu'on a une consommation un peu plus élevée. Au quotidien, il a une moyenne de consommation de attacher votre tuque 1,3 litres au 100 km. Les temps de recharge sur une borne niveau 1, on parle de 6,4 heures de 20 à 80 % et de 1,3 heures sur une borne niveau 2, donc une prise 240 volts, pour passer de 20 à 80 %. Et pour une recharge complète, on parle d'environ 8 heures sur une prise de maison normale et d'environ 2 heures pour une charge complète sur une prise de 240 volts. Donc, en 2 heures, vous allez chercher 42 km d'autonomie. C'est excellent. Côté capacité de remorquage, la version hybride branchable a une capacité de remorquage de 3500 livres, alors que la version 6 cylindres en ligne a une capacité de remorquage de 5000 livres, des bons chiffres dans la moyenne de la catégorie. Et la raison pour laquelle la version 6 en ligne peut remorquer plus, c'est à cause de son poids. La version 6 en ligne pèse 2171 kg, alors que la version hybride branchable, comme on a ici, pèse 2348 kg. Un poids qui est non négligeable et qui commence à être élevé dans la catégorie. Mazda a toujours eu la réputation d'avoir des véhicules plus dynamiques que la moyenne à conduire et j'espère que la nouvelle plateforme n'a pas perdu ça et la seule façon d'aller voir ça, c'est d'aller sur la route. Conduire le Mazda CX90 et je dis CX90 parce que je viens de conduire la version régulière, le CX90 hybride ordinaire avec le 6 en ligne et donc je peux comparer. Merci à Mazda Saint-Jérôme de m'avoir permis de pouvoir faire un essai brief pour pouvoir vraiment comparer les deux produits. Maintenant, nous autres, en ce moment, on a la version PHEV, donc hybride branchable. Et comment ça se comporte tout ça? Tout d'abord, parlons visibilité. Le design Mazda fait en sorte que la plupart des produits Mazda n'ont pas une super visibilité, mais c'est corrigé dans le CX90. À l'avant, on voit super bien, on voit le capot, on voit où il se termine. Sur les côtés, rien à dire, c'est sans reproche. À l'arrière, c'est un petit peu juste, mais c'est normal pour la catégorie. On a des gros véhicules, donc il faut regarder loin à l'arrière. Et avec la troisième rangée, bien, ça vient nuire, mais ça, c'est pour tous les véhicules de la catégorie. Sinon, les angles morts,
c'est correct sans plus. Il y a des véhicules que pour les angles morts, on a une meilleure utilité. Je pense entre autres au Honda Pilot. Mais sinon, ça fait le travail et c'est réussi. Ensuite, niveau insonorisation, c'est un véhicule qui est bien insonorisé. On entend très peu les bruits de la route. On entend très peu l'air autour du véhicule. Seul reproche que je ferais, c'est que le moteur est quand même bruyant. Lorsqu'on fait une accélération forte, le 4 cylindres se fait entendre. Mazda a mis un microphone dans l'échappement dans le but de nous faire entendre le moteur lorsqu'on le met en mode sport. Et lorsqu'on accélère, c'est un peu trop bruyant à mon goût. Je vais vous le montrer à l'instant. Écoutez ça. C'est un peu exagéré. On s'entend, c'est un VUS intermédiaire. C'est pas une Miata. En conduite de tous les jours, maintenant, parlons des motorisations. Tout d'abord, la version hybride branchable, comme on a l'essai, en mode électrique, pas de problème. Vous n'aurez aucune difficulté à suivre le trafic, aucune difficulté à rouler sur l'autoroute. En mode électrique, ça va super bien. Lorsque vous en demandez plus, le moteur à essence va embarquer. La transition, par contre, de électrique à essence n'est pas toujours douce. Toyota maîtrise mieux ça. Parfois, ça donne un coup lorsqu'on passe de électrique à hybride. Mais Mazda travaille à améliorer le produit, donc on va voir ce qui va se passer d'ici quelques années. Maintenant, si on parle du moteur 600 lignes, c'est un moteur qui est excessivement doux. Un moteur 600 lignes, c'est réputé pour sa douceur. Et c'est un moteur qui a une assistance hybride et donc ça manque pas de pep, il n'y a aucun problème à suivre le trafic et c'est d'une douceur beaucoup plus remarquable que le 4 cylindres. Niveau suspension, on a aussi une différence. La version 600 lignes est plus légère, les ressorts sont plus souples et il est plus confortable et avec les roues de 18 pouces que j'avais, c'était vraiment plus doux. Ici, on a les roues de 21 pouces, ça cogne plus dur et la version PHEV est plus lourde et donc on sent plus les bosses. C'est pas inconfortable, mais ça demeure que c'est pas le VUS intermédiaire le plus confortable non plus qui existe sur le marché. Un Highlander ou un Honda Pilot va être plus confortable. Ceci étant dit, où est-ce que le CX-90 se démarque par rapport à ses compétiteurs? C'est au niveau du dynamisme. Je vais être franchement transparent. Beaucoup de gens s'achètent des VUS pour pas avoir à s'acheter de minivan, mais le 3/4 des VUS intermédiaires se comportent comme des minivans. Un Honda Pilot, un Highlander, ça se comporte comme une minivan. Le CX-90, ça se comporte comme une voiture. Une très grosse voiture, haute, mais ça se comporte plus comme une voiture. On a un certain dynamisme dans la conduite. Le véhicule a une direction qui est précise, rapide. On a également le fait que le véhicule soit longitudinal. On a moins de poids sur les essieux, donc un véhicule qui change plus rapidement de direction. Et donc, on comprend pourquoi le CX-90 est moins confortable, mais on comprend aussi que ça a ses avantages au niveau du plaisir de conduite. Maintenant, parlons des accélérations. En mode normal, l'accélération est beaucoup plus progressive qu'en mode sport. C'est-à-dire, vous appuyez sur au fond, le véhicule commence à accélérer et il va gagner en puissance tranquillement, comme si on appuyait graduellement sur la pédale d'accélérateur. Ceci étant dit, ça permet quand même de faire un 0-100 environ 8 à 9 secondes. Et c'est la même chose que ce soit le PHEV ou la version 6 cylindres en ligne. On vient limiter la puissance. En mode sport, par contre, on délivre la puissance immédiatement. Donc, on a le moteur électrique qui embarque et qui nous donne la fameuse poussée de moteur électrique. Durant ce temps-là, le 4 cylindres se met en marche. Comme vous pouvez voir, ça répond immédiatement. C'est très rapide et la transition change de vitesse très rapidement. Comme j'ai parlé plus tôt, Mazda amplifie le son du moteur. C'est un 4 cylindres. C'est pas le plus beau son, mettons. Et on vient vraiment enterrer tout le monde dans la cabine. C'est un peu trop bruyant, à mon avis, et c'était absolument non nécessaire. Et le 600 ligne aussi a une bonne poussée. Les chronos sont assez similaires, mais la livrée de puissance du 600 ligne est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus douce. Beaucoup moins rugueuse qu'avec le 4 cylindres. En fait, le 600 ligne a des petites impressions de BMW et j'aime pas mal ça. En mode sport également, la direction est plus légère. D'habitude, j'aime ça avoir une direction lourde, mais vu les dimensions du véhicule, je crois que ça a sa place. On veut être capable de pouvoir déplacer le véhicule rapidement pour faire des manœuvres sportives. Ceci étant dit, malgré les bénéfices de tout ça, c'est un drôle de choix de la part de Mazda d'offrir un mode sport aussi avancé dans ce genre de véhicule-là. Je veux dire, ça m'étonnerait que le papa
se lève le dimanche de matin de bonne heure avant tout le monde pour aller s'amuser sur une route de campagne avec son CX-90. Mais bon, je suis pas là pour juger et je suis pas papa. Au final, Mazda a fait un bon travail avec le CX-90. Ils ont su amener un côté plus dynamique, plus sportif que la compétition n'a pas. Le Chevrolet Traverse, le Honda Pilot, le Toyota Highlander n'ont pas le dynamisme du CX-90 et ça fait du bien dans ce segment-là. C'est un véhicule qui va vraiment les rejoindre, les enthousiastes de conduite. C'est un véhicule qui, à mon avis, va vraiment les rejoindre, les enthousiastes de conduite qui sont devenus parents et qui ont besoin d'un véhicule beaucoup plus pratique. Et la partie la plus intéressante, à mon avis, du CX-90, c'est son prix. Et on va aller en parler dès maintenant. Maintenant, parlons prix. Donc, je vous ai préparé un tableau, c'est moi qui l'ai écrit, voyons, où, dans le fond, on compare les prix des CX-90, CX-90 PHEV, mais aussi avec le Toyota Highlander et Honda Pilot, qui sont, à mon avis, les deux VUS les plus intéressants de la catégorie. Donc, tous les prix que vous voyez, ça inclut tous les frais et les taxes à la fin. Version de base CX-90, 55 091 et la version hybride branchable, 57 834 $. Pourquoi il y a un si faible écart de prix? 7 500 $ de subvention au gouvernement. Donc, résultat, le CX-90 PHEV a 7 500 $ de rabais gouvernementaux, ce qui est assez intéressant, merci. Personnellement, à ce prix-là, j'irais plus pour le hybride branchable, puisque c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 42 km d'autonomie que d'avoir le 6 en ligne, malheureusement. Compétition Highlander LE hybride, 60 639,54 $. Si on ne le prend pas hybride, il faut enlever 3 000 $. Donc, on se retrouverait dans les environs de 57 000 $. Donc, on serait au prix du CX-90 PHEV. Honda Pilot Sport, Honda, vous ne l'avez pas, là, 63 779,50 $. Maintenant, le GSL, à mon avis, c'est la version la plus intéressante. On a un bel équilibre entre équipement-prix. 60 667 $ pour la version 6 cylindres en ligne. Pour la version hybride branchable, 63 411,88 $. Là, j'hésiterais. On a quand même un 3 000 $ d'écart, mais on a 42 km d'autonomie pour le PHEV. Toyota Highlander, très compétitif à ce prix-là. Le XLE hybride, 63 927,82 $. Donc, c'est un pensez-y bien. Le Highlander va être plus spacieux. Il ne va pas avoir 42 km d'autonomie. Il n'est pas hybride branchable, mais il va avoir une faible consommation de carburant. Par contre, il est moins puissant. Et le Honda Pilot, 67 803,63 $. Comme j'ai dit, c'est un des plus intéressants, mais quand on regarde le prix, c'est pas tout intéressant. Ensuite, le GT, c'est ce qu'on avait à l'essai. Le GT, dans le fond, 65 956 avec le 6 en ligne, 68 701,88 $ en hybride branchable. Highlander XSE, il n'est pas offert hybride, il est seulement offert à essence et c'est 64 732,65 $. S'il l'offrirait hybride, ça serait un 3 000 de plus, donc on serait dans les eaux, encore une fois, du CX-90 PHEV. Il y a des pour et des contre, comme j'ai dit. Honda Pilot, on tombe dans le Touring, 75 564,44 $. D'où c'est que tu sors, Honda, là? Honda, faut que vous fassiez de quoi, là? Ça n'a pas de bon sens. Vous perdez des ventes au Canada, là. Je veux dire, c'est bien trop cher. Vous vendez du CR-V, oui, puis du Civic parce que c'est fabriqué ici, mais le reste, vous n'en vendez pas. Je veux dire, pensez-y 2 secondes. Ensuite, on a deux versions supérieures dans le CX-90, mais qui sont seulement offertes dans les 6 en ligne, pas offert en PHEV. Le GTP, 70 394,38 $. Il n'y a pas de version équivalente dans le PHEV, il n'y a pas de version équivalente dans le Pilote. Il y a juste le Highlander Limited hybride qui, lui, est 70 136,47 $. Je pense que j'irais plus Highlander hybride rendu là. Je sais que Toyota ont un super cuir. C'est sûr qu'on n'aura pas la qualité de finition des matériaux à l'intérieur que le CX-90 offre, mais on va avoir quelque chose de quand même assez comparable et plus spacieux, mécanique hybride. J'irais pour le Highlander dans cette situation-ci. Et on a le CX-90 au sommet de la chaîne, le CX-90 Signature, qui lui relève encore une fois encore plus la finition intérieure. On se retrouve avec des cuirs incroyables, etc., etc. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule de luxe. 75 111 $. Je trouve que c'est quand même intéressant si on compare avec, par exemple, un BMW X5 ou quelque chose comme ça. Tant qu'à aller dans l'allemand de base, on pourrait peut-être aller dans le japonais tout équipé rendu là. Mais ça, c'est la décision que l'acheteur va devoir prendre. Maintenant, j'ai dit que c'était très intéressant côté prix. Bien, Mazda, en ce moment, frappe très fort avec des taux d'intérêt très bas et
et des locations avec des taux de rachat très élevés à la fin. Donc, résultat, on se retrouve avec des petits paiements. On est capable d'aller chercher un CX90 PHEV pour environ 300 $ aux 2 semaines, donc environ 650 par mois, ce qui est vraiment pas cher pour ce que c'est. La compétition va payer 7, 8, 900 $ par mois. Ici, on est à 650. Mazda frappe très fort en ce moment avec leurs taux d'intérêt qui sont très bas et c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du CX90? Bien, ça fait du bien d'amener du dynamisme dans cette catégorie-là où tout le monde se conduit comme des minivans. Par contre, c'est sûr qu'il y a quelques petites lacunes à gauche, à droite, comme par exemple l'espace intérieur est un peu plus limité, mais on compense avec de la puissance, des capacités de remorquage et du plaisir de conduite. Est-ce que c'est un produit que je recommande? Je ne suis pas prête encore à le dire. À date, on a eu des problèmes de transmission. Ça semble être réglé. On a eu une mise à jour majeure récemment, mais on va attendre 1 an ou 2 avant que je donne le feu vert. Mais si ce n'était pas de ça, je le recommanderais fortement.